Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire enfin ma vidéo en l'honneur d'avoir passé la barre des 100 abonnés, ma foire aux questions. Alors oui, j'ai mis un petit moment à vous la tourner, mais j'avais envie d'avoir suffisamment de contenu et aussi d'avoir le temps de me poser tranquillement, de vous la faire calmement avec une petite tasse de thé, de bien réfléchir un peu aux questions et tout ça, et de vraiment pas forcément me prendre la tête. Donc c'est le moment là, en plus après aller me coucher, je suis hyper crevée, mais voilà, j'avais envie de vous la tourner tranquille. Là en plus normalement il n'y aura pas de bruit pour me déranger dans ma vidéo, donc ce sera tant mieux. Concernant les questions, donc je les ai mis sur une petite feuille que voici, donc si vous entendez un bruit de papier, c'est ça. Et je n'ai pas mis le nom des personnes qui m'ont posé des questions. J'ai vraiment pris sur Instagram, sur Facebook, par email, sur ma chaîne. J'ai un peu tout pris, j'ai un peu tout mélangé, donc ça va être voilà, un peu à l'arrache, hein, faut le dire, mais vous étonnez pas que du coup je ne vous cite pas. Si vous reconnaissez, tant mieux. Mais du coup voilà, je vais faire ça un petit peu sans trop de préparation. J'ai une vingtaine de questions pour cette FAQ et j'espère que ça va vous plaire. On va pouvoir commencer. Donc la première question c'est: d'où viennent tes idées de décor? Cette question là, je me rappelle, elle m'a été posée sur Instagram et la façon dont je la comprends, comme c'est sur Instagram, pour moi c'est d'où viennent mes idées de décor quand je fais des posts Instagram, donc des publications. Alors je vais la rendre comme ça la question. Si c'est pas ce sens là que vous vouliez dire, mettez-le moi en commentaire et je répondrai du coup à la question différemment. Mes décors sur Instagram, j'aime bien l'idée, vous savez, où je prends un livre et généralement je fais une publication après l'avoir lu, jamais avant, parce que je me sers en fait de ma lecture, de ce que j'ai lu dans le roman pour m'inspirer. Par exemple pour Désolation de Stephen King, je suis sortie de chez moi, j'ai trouvé une ancienne départementale qui est pas loin. Du coup, vous voyez, on voyait bien, vous savez, la route qui s'étend très loin et avec bien les marquages au sol, et c'est un peu ce qu'on voit sur la couverture du livre. Donc par exemple, je m'inspire soit de ce qu'il y a sur la couverture, des couleurs, des motifs, soit du contenu. Par exemple, je fais ça pour les tout derniers, mais pour un palais d'épines et de roses, j'ai pris des roses qu'il y avait dans mon jardin. Enfin, j'essaie vraiment de m'inspirer des univers. Pour Coraline, j'avais fait un petit décor, vous savez, avec une aiguille, du fil, des boutons, tout ça. J'ai vraiment envie de recréer une ambiance autour du roman et autour de l'univers et des personnages qu'on peut trouver dans le roman pour mes publications Instagram. Et mes idées en fait du coup de décor de publication Instagram viennent de là. Si ce n'est pas le sens de la question, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que même moi là maintenant quand j'y réponds, je me dis ça se trouve c'était pas du tout ça. Alors, seconde question, comment trouves-tu le temps de lire? Elle tombe très bien cette question là, parce que moi auparavant j'étais étudiante donc par correspondance. Je reviendrai dessus un peu plus tard parce qu'il y a une question qui est sur ça. Mais du coup j'avais le temps, j'étais tout le temps à la maison, donc j'avais le temps de lire. Là maintenant que j'ai commencé, j'ai fait je repasse rapidement dessus mais je reviendrai après. J'ai fait un stage d'entreprise où je travaillais donc dans une société où c'était de 10h à 19h. J'avais une petite pause le midi, mais du coup pour lire c'était très short, vraiment. Il fallait que je me trouve le temps et la motivation, parce que je rentrais, j'étais crevée, j'avais juste envie de me reposer et pas me plonger dans un roman, même si le roman me plaisait en lui-même. Et là ça va être pareil, pendant tout le mois d'août je vais travailler. Mais du coup, pour trouver le temps de lire, généralement j'essaye de lire le soir. Donc dès que je suis dans mon lit, je lis. Le week-end, généralement ça va être ça. Quand j'étais sur Nantes, que je faisais mes études sur Nantes, je prenais les transports en commun. Donc j'avais le tram et le bus. Et du coup je lisais dans ces transports en commun là. Je lisais aussi pendant les intercours, tout ça, pendant les pauses. Mais en fait dès que j'ai du temps et que je suis motivée, que j'ai vraiment envie de continuer mon bouquin, je m'y mets en fait. Et j'ai pas forcément d'horaire précis, même si là j'aimerais bien me mettre un temps de lecture tous les jours, que ça revienne, que ce soit mis dans mon planning, que vraiment à cette heure là je me pose et je lis, que ce soit intégré, que ça devienne une vraie habitude. Parce que c'est vrai que j'ai toujours fait ça un petit peu au feeling et je me suis jamais mis un horaire précis pour lire. Alors, tu disais dans ta dernière vidéo que tu allais déménager, je crois. Où vas-tu vivre? Alors ça c'est une amie qui habite pas loin qui me l'a posé. En fait, actuellement je vis en Loire-Atlantique. Donc j'habite, pour être pas trop précis, j'habite entre Saint-Nazaire et Nantes. Et donc mes parents, voilà, ils sont partants pour déménager, mais on resterait dans le même coin. Donc c'était juste pour changer vraiment de maison, de voisinage.
et voilà de paysages, parce que la maison là en ce moment qu'ils ont vue, il y a des super beaux coins pour se balader, il y a un immense jardin. Donc j'ai aussi très hâte de pouvoir vous filmer à l'extérieur et de vous faire des photos, tout ça pour Instagram, ça va être super joli, j'ai vraiment hâte. Si on prend cette maison du coup. Mais voilà, il y a un déménagement qui est prévu, ne vous en faites pas par rapport à ça. Je vais m'organiser pour essayer de vous tourner des vidéos à l'avance, même si s'il y a un déménagement qui doit avoir lieu, ça sera en septembre. Donc oui, ça va arriver très rapidement. Et même si jamais je suis un petit peu, on est dans les travaux, tout ça, que j'ai pas de fond et de temps pour me poser, sans doute qu'en fait je vais aller chez ma grand-mère à Saint-Nazaire, et du coup j'aurai un coin pour me filmer et je serai au calme. Donc vous en faites pas par rapport aux vidéos, à la chaîne, même aux chroniques, le déménagement ça va pas empiéter dessus. Alors, tu as lu Les Sœurs Carminet? Non. Et d'ailleurs je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, je sais que j'en avais parlé avec du coup la personne. Et honnêtement là je me rappelle plus de trop de quoi ça parle, mais je prévois pas trop de les lire parce que il me semble que c'est du fantastique et je crois que ça parle de vampires. Mais à cet instant là non, je les ai pas lus et je ne compte pas pour le moment les lire, peut-être un jour on verra bien. Ensuite, es-tu à Luco? Alors Luco, si j'ai bonne mémoire, parce qu'il me semble que c'est ça. Je vérifie, je reviens vers vous tout de suite parce que là je suis vraiment crevée, c'est pour ça que Luco tout de suite ça me dit rien, mais je check et puis je reviens vers vous. Alors oui, Luco en fait il s'agit d'une école donc, qui est sur Laval, et là c'est encore une amie qui m'a posé la question parce que normalement j'aurais dû aller à Luco de Laval pour faire ma formation de libraire. Ce qui s'est passé, que je vais vous parler un petit peu de mes études, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. En fait je suis sortie d'un bac littéraire pour aller directement en licence de lettres modernes sur Nantes. Ça me plaisait vraiment super bien, j'adorais, on était dans la littérature mais à un niveau supérieur, ce qui est normal. Et à la fin de cette première année, tout de suite j'ai senti déjà que voilà, le rythme universitaire c'était pas trop pour moi, même si les contenus des cours me plaisaient. Et à la fin de cette première année, moi j'étais partie pour faire libraire, j'avais vraiment envie de faire ça. Et j'avais trouvé une formation mais qui était sur Caen, ça n'avait rien à voir. Et j'étais vraiment partie pour m'inscrire, tout ça j'avais fait les démarches, j'avais même regardé le programme, j'avais commencé à me préparer, j'avais pris des lectures, notamment le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Annie Barraud et je suis désolée, il y a une autre auteure avec elle, mais là tout de suite ça ne me vient pas à l'esprit. En tout cas ça faisait partie en fait des livres qu'on devait étudier pour cette formation à Caen. Sauf que pour faire cette formation qui se faisait en apprentissage, il me fallait un lieu et un patron. Et j'ai failli trouver, sauf qu'au dernier moment ça ne s'est pas fait. Donc j'ai vraiment pas eu de peau pour ce coup-là. Et c'était une de mes camarades de classe en fait qui était restée, qui était passée en deuxième année, qui m'a dit bah ils ont changé tout leur programme, tu vas voir, il y a un nouveau truc, ça va te plaire et tout ça. Donc du coup je suis revenue pour refaire une licence de lettres modernes sur Nantes. Et en effet ça me plaisait bien, je m'étais bien reprise en main, j'avais commencé une année avec des très bonnes notes, j'étais fière de moi par rapport à ça. Le problème c'est que si certains d'entre vous ont suivi, à cette période-là sur Nantes ça a été très chaud pour les étudiants parce que du coup il y a eu beaucoup de blocus, de manifestations. Moi j'étais donc dans la fac de lettres, donc on a eu des problèmes nous dans notre bâtiment. Et ce qui fait c'est que du coup en mars je me suis retrouvée sans faculté, donc en 2018, et je n'ai même pas pu passer mes partiels. Voilà, donc c'est génial. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'aurais dû aller à Laval. J'avais rencontré la directrice par rapport à la formation parce qu'elle intervenait sur Nantes dans le cadre de la licence de lettres pour présenter justement cet aspect du métier de libraire, parce qu'il y a tout un programme en lettres pour ça. Et donc j'avais beaucoup discuté avec elle. Le problème c'est que je ne pouvais pas rentrer dans la formation de libraire parce que au niveau de l'administration ça collait pas, parce qu'il fallait que j'ai bac plus 1, au moins une année supérieure validée, ce qui n'était pas mon cas. Et du coup c'est elle qui m'a orientée vers une formation qui n'avait rien à voir avec les lettres, qui est un BTS en gestion de la PME. Elle m'a orientée vers cette formation pour plusieurs points. C'est qu'en fait un BTS gestion de la PME, déjà ça me fait revoir de la comptabilité. Je suis une littéraire qui n'a pas fait de maths depuis le collège, donc ça me permet de revoir à mon rythme ces aspects-là d'une formation où on voit de l'économie. Mais aussi c'est parce que ça me fait voir l'entreprise, vous savez, dans une généralité. Et du coup je commençais pas une formation directement axée sur la gestion d'entreprise d'une librairie du coup. Et j'ai fait les démarches donc pour chercher des écoles parce que c'était compliqué avec Parcoursup, donc j'étais partie pour faire ma formation dans des écoles privées.
Ça ne s'est pas fait non plus parce que je n'ai pas trouvé d'apprentissage. Bah, j'ai passé l'entretien, c'était très bien passé, mais finalement on a décidé de partir sur le CNED, donc c'est par correspondance. Donc j'ai fait ma première année que j'ai validée dernièrement. J'ai eu comme une réponse officielle que je l'avais validée, mais je le savais quand même déjà. Donc je suis très contente de moi par rapport à ça. Et du coup, c'était par correspondance, donc j'étais chez moi, j'avais une plateforme internet du CNED où je récupérais donc tous mes cours et mes copies. Et j'avais une date butoir pour rendre tous mes devoirs, ma date butoir c'était le 4 juin. Et je devais aussi faire un stage de 6 semaines pour la valider et mon stage il s'est fini samedi. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect de mes études en ce moment. Donc il me reste une seconde année de BTS, la dernière, avec l'examen. Et tout de suite après, normalement, je vais à l'UCO de Laval. Je dis normalement parce que j'ai bien envie en fait de me prendre une année sabbatique et de partir peut-être voilà, faire un voyage ou faire une autre formation et travailler à côté. Je ne sais pas, en même temps j'ai envie tout de suite de faire ma formation de libraire et puis en même temps j'ai envie d'apprendre quelque chose d'autre, voilà, pour rajouter un petit peu d'autres connaissances et voir peut-être aussi pour vraiment mieux travailler une langue et obtenir un diplôme. J'hésitais même à passer comment ça s'appelle déjà? Vous savez, le diplôme qui est connu internationalement. C'est tellement pas français ce que j'ai dit sans doute. Mais il y a un diplôme qui est connu. Je sais plus le nom, je suis désolée, mais en tout cas, voilà, un gros diplôme anglais que beaucoup d'étudiants dans le monde entier préparent. Et j'avais une envie peut-être de le faire et travailler à côté. Mais c'est juste une idée comme ça et je sais même pas si ça va se faire. Je suis désolée si vous avez du mal à m'entendre, mais j'ai plus de gorge, j'ai plus de voix. Donc voilà, je suis pas malade, c'est juste que j'ai été me promener hier soir, il faisait froid, il faisait nuit et j'étais pas trop couverte donc du coup c'était pas une bonne idée. Alors, prochaine question. Bah du coup la prochaine question. Je vous l'ai dit, je le fais à l'arrache, en plus je suis fatiguée, donc la question suivante c'était que fais-tu comme étude? Un BTS en gestion de la PME. Voilà, j'avais répondu. Pourquoi aimes-tu Alice au Pays des Merveilles? C'est quoi cette question? Alors, en fait, je me l'explique pas beaucoup parce que Alice, je l'ai découvert comme tout le monde, je pense, avec le dessin animé de Walt Disney. Et sur le coup, en fait, ça m'avait pas marqué plus que ça. J'avais bien aimé le grain de folie d'Alice, le grain de folie du Chapelier, le chat du Cheshire, j'avais bien aimé. Mais vous savez, j'ai juste aimé, quoi, sans plus. Et je crois que c'est donc au début du lycée. Donc je me suis lu le livre de Lewis Carroll, le premier tome et le second tome. Bah, il y a un temps d'intervalle quand même entre les deux. J'ai vu le film de Tim Burton, j'ai revu aussi le dessin animé. Et je pense ce qui fait que ça a tout de suite, que ça a fait tilt en fait, c'est que j'étais dans une période où on grandit, où du coup on a plus de responsabilités, on entre dans la vie adulte. Et Alice, pour moi, c'est vraiment un roman où c'est une enfant qui ne veut pas grandir, qui veut rester dans son monde, en fait, dans son imagination. Et je me suis tellement identifiée à l'histoire que pour moi c'est juste... c'est un pur plaisir à chaque fois, vous savez, de me replonger dans cet univers. Pour vous dire, ça fait depuis le lycée, donc ça fait 5-6 ans maintenant, à chacun de mes anniversaires, en fait, je me fais une journée totale Alice. Donc je me lève le matin du 15 août, je me regarde le dessin animé en anglais, après l'après-midi je me regarde les films, si j'ai le temps je lis quelques passages des romans, tout ça. Je me mets vraiment dans une ambiance très Lewis Carroll. Et avec mes formations aussi, tout ce que j'ai fait, quand j'ai vu que j'ai commencé à chroniquer des romans, j'ai pu aussi m'intéresser au côté écriture. Donc à l'aspect très... à l'aspect de la plume de Lewis Carroll, et j'ai remarqué beaucoup de choses qui m'ont encore plus plu par rapport à cet auteur, pas forcément par rapport à Alice Merveille. Et je sais pas, on n'explique pas, maintenant c'est devenu vraiment une grosse passion, même si je suis pas non plus une fanatique totale, mais c'est quelque chose qui me touche en fait. L'univers d'Alice Merveille, ça me touche d'une façon je ne pourrais pas l'expliquer. J'aime vraiment... j'adore l'univers, j'adore la façon dont Lewis Carroll raconte l'histoire. Je peux pas vous l'expliquer, ça va être très difficile. Mais voilà, Alice Merveille, ça restera toujours un énorme coup de cœur. Toujours dans Alice Merveille, quels sont ton ou tes personnages préférés d'Alice au Pays des Merveilles? Alors curieusement, ce n'est pas Alice. Alice, c'est vraiment pas un personnage
même si en fait je m'identifie, vous savez, au symbole de la petite fille, donc du coup qui ne veut pas grandir, qui veut garder, qui veut rester dans son monde imaginaire, ça d'accord. Mais le personnage en lui-même d'Alice, il me plaît pas tant que ça. Moi, pour vous citer en fait un ordre, mon personnage préféré que j'aime énormément, des fois ça change, mais ce serait Cheshire et le Chapelier Fou, c'est vraiment, ils se disputent la première place. Ensuite, ça serait les Tweedledee et Tweedledum. J'aime beaucoup à chaque fois qu'il y a cet aspect, vous savez, de jumeaux. J'adore retrouver ça dans des romans et eux, ils me font vraiment beaucoup rire. En seconde, troisième position, donc ça va être le Dodo. Et en quatrième position, je mettrais la Duchesse. C'est pas un personnage très connu d'Alice, surtout qu'on l'a pas dans les films. Mais c'est un personnage en l'honneur en plus d'une des reines d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Une des reines donc, qui n'était pas très connue, même pas une reine d'Angleterre je crois, ou d'Écosse plutôt. En tout cas voilà, c'est un personnage qui adore mettre du poivre dans ses ingrédients. Et je sais pas, elle a quelque chose, un caractère qui est tellement fort, qui est tellement présent dans le livre que moi ça m'a vraiment marqué et je la mettrais vraiment dans mes personnages préférés. Et après ça serait je crois que je vous ai dit la reine de cœur. Je sais, ça pareil, ça sera Absolem. Absolem, c'est sûr. C'est tellement un personnage qui me plaît et qui est énigmatique et farfelu au possible. Pas à côté, vous savez, fou, mais vraiment du côté mystérieux. Il est très complexe comme personnage. Du coup, oui, ça serait Absolem, donc la chenille bleue. Ensuite, donc on quitte le côté de Alice Merveille. Alors, raconte-nous un souvenir de lecteur. Je vais essayer d'en vous trouver un que je ne vous ai pas raconté. Alors, un souvenir de lecteur. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un souvenir de lecteur, mais ce serait plus peut-être un souvenir de chroniqueuse. C'est quand j'ai commencé vraiment à chroniquer plus... Voilà, j'ai fait ma première chronique de roman, donc via le site Simplement Pro. J'avais eu un super bon retour et j'ai continué du coup à faire ces chroniques. Et mes souvenirs, non ça rentre pas comme souvenir de lectrice, mais celui-là j'ai quand même envie de vous le raconter, c'est que en fait ça faisait peut-être la troisième ou la quatrième chronique que je faisais et j'ai eu des super bons retours de la part des auteurs et ça m'a tellement émue et ça me fait tellement du baume au cœur de voir que j'ai pu les aider, parce que du coup c'était des auteurs auto-édités, que j'ai pu vraiment les aider et comprendre aussi ce qu'ils voulaient dire à travers leur œuvre. Ça m'a beaucoup touchée. Et j'étais fière de moi parce que du coup j'ai réussi à vraiment apercevoir le message qu'ils voulaient faire passer, à leur faire peut-être mieux voir en fait certaines choses, certains points du récit qu'il fallait ou non travailler. Vous savez, voilà, vu que c'est des auteurs auto-édités, voilà, ils ont leur faire une chronique, ça les aide dans leur façon de voir leur manuscrit. J'ai du mal, je suis vraiment désolée, j'aurais dû faire cette vidéo où j'étais plus fraîche, c'est comme ça qu'on dit. Mais du coup oui, ce serait vraiment ce sentiment que j'ai tout le temps quand j'ai des retours de chroniques ou même maintenant dans ma vidéo, quand je vois vos commentaires, c'est tellement un pur bonheur de voir autant aimer mon contenu. Et je sais pas, ça me fait trop plaisir et ça me donne trop envie de continuer pour la suite. J'ai tellement d'idées que j'ai envie de développer et ça me conforte en fait dans la possibilité de vraiment de faire quelque chose de très grand pour la chaîne et de vous proposer encore beaucoup plus de choses. Donc on n'est pas du tout sur un souvenir de lecteur du coup. Alors, est-ce que tu fais des salons et comptes-tu aller au salon du livre? Donc sans doute celui-ci de Montreuil. Alors, salon en fait j'en ai pas fait, non j'en ai quasiment pas fait. Le seul salon là où on peut dire que j'y suis de manière pas récurrente, mais c'est que ça fait 2 ans que j'y vais, désolée. C'est les Utopiales qui sont sur Nantes et je n'y vais pas en tant que chroniqueuse ni lectrice, j'y vais en tant que libraire, donc bénévole libraire, où je suis donc sur la librairie, vous savez, et j'aide en fait à installer le coin librairie. Il y a aussi donc le livre-drôme que j'ai fait avant, mais là du coup c'était en tant que booktubeuse. Mais j'ai encore jamais fait de grand salon du livre où c'était vraiment un salon du livre en tant que lectrice. Et le salon du livre de Montreuil, j'ai vraiment envie d'y aller, mais j'ai beaucoup de retours en ce moment où je discutais donc avec des personnes de Livre-Drôme justement qui sont reliées, vous savez, au Centre National du Livre, où ils me disaient que c'était plus trop ce que c'était, où c'était beaucoup de presse, de journalistes, donc d'éditeurs, de chroniqueurs, d'auteurs aussi, et c'était beaucoup plus professionnel que
plaisir, on va dire. Je sais pas, c'est les retours que j'ai eus, mais j'ai quand même envie d'y aller un jour pour découvrir à quoi ça ressemble en fait, et voilà, rencontrer du monde en fait. C'est surtout ça, pour ressentir un peu cette ambiance, vous savez, de personnes qui aiment lire et qui sont là pour les livres. Mais oui, je compte y aller un jour, mais je ne sais pas quand. Une autre question, quel genre de musique écoutes-tu et quelle est ta musique du moment? Alors, moi j'écoute beaucoup de musique rock, mais du style Queen ou AC/DC. J'écoute aussi de la pop, mais ça va être de la pop du style Mika ou Ava Max. J'aime beaucoup le folk aussi, du style Daniel Sobel ou Simon & Garfunkel. Et j'écoute aussi pas mal de J-pop et de K-pop maintenant. Je m'y suis un peu mise, mais j'écoute de temps en temps. J'aime beaucoup aussi les musiques qui ont été reprises, vous savez, qui ont été un peu modifiées de manière électronique, notamment en nightcore, je ne sais pas si vous voyez, où en fait vous prenez une musique et vous l'accélérez au niveau du rythme et vous la faites un peu plus aiguë. Et en fait voilà, c'est juste une musique qu'on connaît tous, mais le rythme est un peu différent. Et j'aime beaucoup. Du moment. Pour n'en citer qu'une, je dirais que c'est How Do You Sleep at Night, je crois que c'est comme ça. Non, c'est How Do You Sleep tout court, et c'est de Sam Smith. Je sais pas, j'aime beaucoup les paroles en fait de la chanson et le rythme. Après, il y en a une aussi que j'aimais beaucoup, c'était Take Me to Church de Hozier que j'ai découvert récemment. Et je trouve que c'est une musique aussi qui a un message assez fort à faire passer. Et j'adore, voilà. C'est mes musiques du moment, mais ça change beaucoup. Moi je me lasse très vite, peut-être toutes les semaines j'ai une nouvelle musique que j'aime beaucoup, que je vais apprécier et que je vais écouter en boucle. Alors, prévois-tu de faire un autre challenge littéraire? Donc celui-ci, cette question c'est par rapport donc au challenge littéraire que j'avais lancé à un moment donné, donc c'était les saisons livresques. Et c'est vrai que je l'ai lancé, mais je venais tout juste de démarrer le groupe de lecture et je pense que c'était pas une bonne idée parce que j'avais vraiment besoin de, vous savez, un peu plus de voir comment on gérait les groupes Facebook et toute la planification, l'organisation, tout ça pour gérer tous les posts à mettre, voilà, les jeux, animer le groupe. Et c'est vrai qu'en faire deux d'un coup c'était beaucoup et je m'en suis vite rendu compte que j'étais très débordée, même si c'était un challenge que j'ai commencé à préparer à la fac. Voilà, c'était pas... Après au bout d'un moment en fait j'ai eu du mal à voir jusqu'où j'aurais pu aller avec le challenge. Même s'il y avait beaucoup de possibilités, c'est sûr. Mais du coup, début mois de juin, je l'ai retiré. Donc officiellement, voilà, je l'ai enlevé, mais je pense le reprendre quand je l'aurai plus un peu peaufiné et étoffé. Mais j'ai un autre challenge en perspective, mais lui, il va être sur Alice. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et je vais essayer de faire ça, où vous savez, où vous pouvez gérer le challenge vous-même. Pas quelque chose qui va être animé à fond, où ça va être vraiment quelque chose que tout le monde peut y participer. Il n'y a rien d'obligatoire, enfin moins faire ce côté de cohésion de groupe et plus de quelque chose d'assez libre en fait. Et dans l'univers d'Alice Perry bien sûr. Beaucoup de romans sombres, est-ce que tu aimes les films d'horreur? Bonne question. Alors, oui, je lis beaucoup de romans très sombres, comme vous avez pu le voir dans mon dernier update lecture avec Memento Mori. Mais les films d'horreur en fait, pour moi, j'ai beaucoup aimé les films d'horreur qui vont être très psychologique ou un peu, vous savez, ce côté d'enfantin avec des jeux. Je sais pas si, par exemple, Chucky, j'aime bien parce que c'est des vieilles effets spéciaux et puis j'ai pas forcément peur des poupées ni quoi que ce soit. Donc Chucky, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi La Maison de Cire, donc c'est avec Jared Padalecki qui joue dans Supernatural. Voilà, une de mes séries préférées. Et l'histoire, pour vous faire un rapide topo, en fait, c'est un groupe de jeunes qui décident de partir pour aller voir un match de foot, je crois, et ils restent campés, ils s'arrêtent pour camper. Sauf que au petit matin, en fait, on sent qu'il y a des choses un peu étranges qui se passent. Il y en a un qui est venu avec une caméra et la caméra elle filme alors que tout le monde est endormi, par exemple. Et le lendemain matin, ils peuvent pas démarrer et ils sentent une odeur mais hyper étrange là où ils sont installés. Et ils vont découvrir, je sais pas quoi, vous savez, une fosse pour les cadavres d'animaux. Et comme ils sont en rade, tout ça, il y a quelqu'un qui va les emmener dans un petit village. Et dans cette espèce de bourgade abandonnée, il y a un musée de cire. Et en fait, ils vont du coup entrer dans ce village, ils vont visiter ce musée de cire et vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal du tout, que les personnages de cire sont extrêmement réels pour des statues. Enfin voilà, ça va partir un peu en film d'horreur quoi.
Mais il y a vraiment une vraie ambiance et il y a un retournement de situation à la fin comme jamais. Et j'aime beaucoup, je l'ai revu peut-être 3 fois ce film. Et j'avais bien aimé, j'aime beaucoup, vous savez, quand il y a quelque chose un peu de spécifique, de calculé, comme La Maison dans les bois avec l'acteur qui joue le rôle de Thor. Il joue dedans. Ça j'ai bien aimé, j'aime beaucoup à chaque fois, vous savez, vraiment quand il y a une petite intrigue, quand il y a quelque chose de prévu. Après, quand, dans le film d'horreur, mais comme on a pu voir récemment, j'ai vu ça, quand il est sorti au cinéma, la nouvelle adaptation. Je l'ai été voir au ciné et c'était pas mal. J'ai bien aimé. Bon, j'ai pas vu la totalité du film parce que je me planquais les yeux tout le temps parce qu'on sentait les trucs venir, mais j'étais quand même surprise. Sinon, je me suis regardé Conjuring, ça j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai vraiment un rapport très particulier au film d'horreur parce que dès que ça parle de paranormal, vous savez, bah, j'ai mon opinion dessus en fait, et du coup, bah, je sais pas, j'ai vraiment un rapport très particulier à certains films d'horreur, mais j'évite de m'en regarder beaucoup. Par exemple, les Annabelle, je les ai toujours pas vus parce que je sais que la bande-annonce m'a fait vraiment fait flipper un max et j'appréhende beaucoup de regarder ce film. Sinon, je n'ai toujours pas vu l'Exorciste, mais j'attends en fait de lire le livre aussi avant de voir l'adaptation. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport aux films d'horreur. Si par exemple les Hannibal Lecter peuvent être considérés comme des films d'horreur, et là c'est des films du coup que j'aime beaucoup. En fait, quand ça reste dans la limite du supportable entre guillemets, je vais bien aimer. Il y a plusieurs catégories pour moi dans les films d'horreur. Allez, vous savez, il y a toutes les catégories supernaturelles, enfin paranormal, tout ça, et les catégories très calculatrices, les tueurs psychopathes, tout ça, pour moi ça va être aussi dans l'horreur. Et du coup les deux me conviennent, même si je suis plus du coup penchée sur le côté psychologique. BD, on n'en voit pas beaucoup sur la chaîne, est-ce que tu vas en présenter? Alors en effet, je ne lis pas beaucoup de BD, j'en ai lu pas mal quand j'ai commencé à lire, parce que du coup j'étais à ma médiathèque et quand j'avais pas forcément le temps de prendre un roman, je prenais de la BD. Mais la BD, j'ai vraiment un rapport particulier aussi avec, parce que je prends une BD en 20 minutes, c'est bon, je l'ai terminée, donc du coup ça m'arrache un peu le plaisir de lire. J'ai envie de vous dire, ça me gâche un peu le plaisir de lire. Mais il y a pas mal de BD qui m'ont marqué, notamment Les Démons d'Alexia. Je n'ai plus le nom des auteurs, je suis désolée, même pour les prochaines BD que je vais vous citer, j'ai pas les noms des écrivains et des illustrateurs. Mais donc oui, il y a Les Démons d'Alexia que j'avais lu jusqu'au tome 6. Donc là, c'était une jeune femme qui avait des pouvoirs paranormaux. C'était un roman assez sombre aussi, et qui travaillait dans un centre de recherche justement des études, des choses paranormales. Il y avait beaucoup de choses par rapport à la sorcellerie, aux démons et tout. Et c'était très sanglant et très dérangeant des fois, mais j'avais beaucoup aimé. Et je pense que j'essaierai de me les procurer, de me les relire. Mais du coup, ici, je lis de la BD. De toute façon, je vais vous le présenter sur la chaîne, comme pour les mangas. Une autre BD aussi qui m'avait marqué, que là du coup j'attendais avec impatience sa sortie, parce que du coup c'était au collège que je l'avais commencé, c'est La Rose Écarlate. Ça, j'ai adoré les graphismes, j'ai adoré l'histoire, et c'est vrai que je l'ai lu peut-être jusqu'au tome 6, et je pense que j'essaierai de me les reprocurer, de les continuer. Mais là comme ça, il n'y a pas d'autres BD qui me viennent en tête. Après il y a toujours les BD que j'ai lus grâce à mon père, donc les Adèle Van-Sek, Philémon. J'ai lu aussi quasiment tous les Astérix, les Tintins, il y a aussi le professeur Mortimer, je crois. Enfin voilà, j'en ai lu pas mal des BD, mais pour celles qui m'ont marqué, du coup, ce serait Les Démons d'Alexia et La Rose Écarlate. Et que je serais peut-être amenée en fait à vous les présenter. Alors, donc on passe à l'autre côté de la feuille. Je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée là, donc du coup ça va être difficile pour terminer cette vidéo. Alors, tu lis souvent en anglais, quel livre conseillerais-tu pour commencer à lire en anglais? Il faut réfléchir pour ça. Alors, oui, je lis beaucoup en anglais. En fait, je n'ai pas commencé à lire des romans en anglais, parce que c'est vrai que j'étais partie dans cet esprit, vous savez, où je vais bosser mon anglais, donc je vais prendre un livre que j'aime bien, par exemple Alice, et je vais le prendre en version bilingue et je vais le lire en anglais pour bosser mon anglais. Ça n'a pas fonctionné du tout pour moi. Après, peut-être pour vous, ça pourrait fonctionner. Mais moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que quand je suis arrivée au lycée, donc c'était pour le lycée que je voulais bosser mon anglais. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à m'intéresser énormément au manga. Voilà, donc il y a eu ce côté-là. Et j'ai trouvé un système en fait, je vais sur 2 sites en gros, c'est Mangago et Manga Hasu.
Et c'est des sites qui vous proposent des scans de mangas mais en anglais. Donc oui, il y a ce côté-là aussi, vous restez beaucoup sur votre écran. Et du coup, vous avez des planches en fait qui défilent à chaque fois et vous lisez votre manga. Et c'est en anglais. Et moi, je le fais depuis le lycée et ça m'a monté mon niveau d'anglais au niveau compréhension. Maintenant, je suis bilingue en fait. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça. C'est en grande partie grâce à ça justement. Et j'ai commencé justement ma lecture en anglais avec ces mangas. Après, comme première lecture, comme roman, donc je vous conseillerais du coup, si ça peut fonctionner pour vous, de prendre un livre que vous connaissez bien et de le prendre en version bilingue. Parce que du coup, vous auriez un côté anglais et un côté français, selon votre langue. Et sinon, pour commencer à lire en anglais, déjà un livre que vous avez déjà lu en français, ça peut vraiment aider. Et ensuite, de prendre un roman peut-être de jeunesse. Parce que du coup, la façon dont un roman, vous savez, adulte ou un peu plus sérieux, on va dire, est traduit, ou d'un roman, vous savez, jeunesse, la traduction va vraiment changer en fonction du contenu et en fonction du public auquel le roman est destiné. Donc c'est pour ça que je vous invite plutôt à partir sur un roman de young adulte ou de jeunesse que vous connaissez bien et de le lire en anglais pour vraiment vous commencer à vous familiariser avec un langage anglais pas forcément très soutenu et qui soit facile à comprendre. Du coup, je vous inviterai à partir plutôt là-dessus si vous voulez commencer à lire en anglais. Dernière question, où trouves-tu tes services presse? Donc c'est bientôt fini là, on va y arriver. C'est bon, on va y arriver, mais là ça doit vraiment se voir que je suis fatiguée. Donc mes services presse, moi j'étais partie pour chroniquer des services presse parce que je le voyais sur des vidéos booktube et je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, je sais plus quelle booktubeuse l'a dit, mais c'était ce côté où vous aidez en fait l'auteur. C'est ça qui m'a poussée à vouloir chercher et essayer de voir si je pouvais faire chroniquer des services presse, c'était pour aider plutôt des auteurs. Et du coup, j'ai cherché s'il y avait des sites en particulier où on pouvait trouver ça. Et je suis tombée d'abord sur... je suis tombée sur deux sites. Je suis tombée sur Simplement Pro, le site sur lequel je suis actuellement, et NetGalley. NetGalley, vous allez pouvoir trouver des ouvrages que vous allez pouvoir trouver en espace culturel ou en librairie. Donc des ouvrages comme les filles de l'astrologue. C'est un des titres, je sais, qui m'était proposé. Ou vous savez, il y a aussi Moana, celui que j'ai lu, que je vous ai chroniqué. Je bouge de position juste comme ça. Et donc ça va être plus des livres très récents, très contemporains, alors que Simplement Pro, ça va être beaucoup d'auteurs auto-édités ou de petites maisons d'édition. Par exemple, il y a les maisons d'édition Heartless qui sont dessus. Et c'est vrai que ça va être des ouvrages moins connus, mais qui peuvent réserver de très belles surprises, comme j'ai pu le constater. Donc j'ai un peu chroniqué sur les deux. Sur NetGalley, j'ai fait 3 chroniques, je crois. Et le problème, c'est que j'ai eu aucun retour. C'est ça qui m'a... En fait, sur le site simplement, dès ma première chronique, j'ai tout de suite été en lien avec l'auteur, on a discuté, c'était vraiment parfait. D'ailleurs, merci Karine Foulon, parce que c'était comme une première expérience, c'était magnifique. Alors que sur le site NetGalley, j'ai eu aucun retour, j'ai eu aucune connexion avec qui que ce soit. C'était très professionnel pour le coup, parce que du coup, Simplement Pro, ça reste professionnel, mais c'est quelque chose de plus amical, plus convivial. Et on peut tout de suite discuter en fait avec la personne et c'est ça que j'ai beaucoup plus apprécié. NetGalley, j'ai supprimé après mon truc parce que moi ce qui me plaisait dans les services presse c'était de pouvoir dialoguer avec l'auteur, de pouvoir lui poser des questions et pouvoir l'aider dans son écriture, dans ses projets. C'était vraiment cette possibilité d'aider l'auteur ou la petite maison d'édition. Et c'est vrai, du coup je suis plus sur NetGalley, maintenant c'est sur donc Simplement Pro. Et sur Facebook, vous avez aussi des groupes spéciaux par rapport à ça. Genre par exemple, il y en a un, c'est auteur cherche chroniqueur ou auteur cherche, vous savez, bêta lecteur. Donc c'est des tout premiers lecteurs pour des manuscrits qui ne sont pas du tout encore parus. Facebook par exemple, c'est sur eux que j'ai lu, donc c'est Sans l'ombre du... Non, c'est pas ça, c'est L'ombre et la lumière de Jacques-Laurent Amar. Donc lui il vient des groupes Facebook, donc c'était un service presse par rapport à ça. Là aussi ce côté là c'est bien fait parce que du coup avec Facebook vous avez Messenger et j'ai pu dialoguer avec lui en temps réel. Donc ça c'était vraiment bien, genre à chaque fois que je disais que j'avais un truc, bah hop, je lui envoyais un petit message et ça j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré pouvoir dialoguer comme ça avec l'auteur. Je crois aussi que Sans l'ombre d'une chance de Megan Bras c'était via un des groupes Facebook que je l'ai chroniqué.
Mais pour faire un petit topo comme ça sur les services presse, vous savez, c'est le fait qu'une maison d'édition, un auteur vous envoie son manuscrit en échange d'une chronique. Ça va être ça, un service presse. Et en fait, vous n'êtes pas payé, il n'y a pas de rémunération. La seule rémunération, c'est le plaisir d'aider un auteur et de découvrir son roman. En fait, c'est juste ça, parce que du coup, il y a un vrai échange qui se fait, une vraie communication. Et c'est juste ça, en fait, le service presse. C'est un service contre un bon moment de lecture. Ça va être ça, en fait. Et pour les services presse, si j'ai un conseil à vous donner, si certains d'entre vous souhaitent se lancer dedans, c'est déjà... vous êtes libre, en fait. Genre, vous êtes libre, entre guillemets, parce que faut pas être trop gourmand au tout début. Faut se dire que vous vous tâtonnez, vous voyez un peu ce que vous voulez faire. Mais faut pas vous mettre la pression, vous dites bah j'ai des services presse à fond à chroniquer, vous en mettez plein, tout ça. Déjà par rapport à ça, vous mettez pas la pression. Et je me suis perdue dans mon fil de pensée, c'était magique. À la base, ce que je voulais vous dire, c'était que voilà, vous êtes libre déjà de choisir, normalement, sur des sites comme ça, en fait, vous pouvez regarder un peu les auteurs qui ont besoin d'aide et vous pouvez vous les proposer. Donc il y a un choix de votre part qui est fait. Des fois ça peut arriver que vous n'ayez pas forcément le choix en fait, si vous avez un partenariat avec une maison d'édition et qu'on vous propose tel et tel service presse, là du coup c'est pas vous qui les choisissez. Par contre la seule obligation que vous avez, c'est que du coup c'est un service presse, il y a vraiment un échange. L'auteur lui il vous fait confiance, il vous envoie son manuscrit, donc c'est un bébé qu'il a travaillé de ses mains, de son imagination, il y tient, il vous fait confiance par rapport au plat. Vous avez au plagiat, ou même si c'est quelque chose qui n'est pas encore paru, de ne pas en parler autour de vous. Il y a vraiment un lien de confiance qui va s'établir et en échange du coup de ce manuscrit, de ces informations-là, vous devez lui faire une chronique. Après, c'est à vous de voir avec lui, de dialoguer avec lui pour lui dire bah voilà, moi je peux la chroniquer dans telle et telle période, est-ce que ça vous va, tout ça. Si jamais vous avez un empêchement, bah, vous lui en parlez, l'auteur il va comprendre. Hein. Et après, il ne faut pas non plus se foutre de leur gueule, quoi. Si vous pouvez vraiment pas et que vous continuez à repousser, c'est bon, quoi. J'ai pas encore vu ça, moi je sais que ça ne m'a pas encore fait. Même moi là comme j'ai vu comme je travaillais, j'ai encore un service presse d'ailleurs à lire. Mais dès que je sais que j'ai un petit souci ou que je vais avoir un temps que ça va être... Je sais pas si je vais pouvoir chroniquer à temps, moi j'envoie un message et j'ai jamais eu de problème avec des auteurs qui m'ont rebarré tout de suite. Mais voilà, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est à vous de voir si vous pouvez vraiment les lire ou non. C'est comme vous le sentez. Après aussi, il ne faut pas vous forcer par rapport à un roman. Moi ça m'est arrivé pour 2 services presse, je les ai pas du tout aimés. Ça l'a pas fait, j'étais honnête dans ma chronique, je l'ai dit. Après, faut pas que ce soit un jugement trop personnel, faut être assez général en fait sur le roman. Quand vous faites une chronique d'un service presse, vous pouvez donner votre avis, mais aussi dire un peu tout ce que va pouvoir présenter le roman. Par exemple, pour Tadeuse et le collier aztèque de Marie-Françoise Lepage, je crois que c'était Marie-Françoise Chevalier Lepage, je crois que c'était ça le roman un des romans que j'ai pas aimé. Je sais que moi, le roman, je ne l'ai pas du tout apprécié à cause du fait que j'ai détesté le personnage principal. Mais par rapport à sinon, si je me détache de ça, il y a vraiment ce côté où des fois vous avez besoin de vous détacher. En soi, en fait, c'était un très bon roman, il est très très bien écrit et l'aventure, elle se suit. C'est un roman qui peut marcher. Moi, ça l'a pas fait pour moi, mais ça peut le faire pour d'autres personnes. Vous voyez, je sais pas où je veux en venir, c'est qu'en fait, pour les services presse, si vous l'aimez pas, faut pas les auteurs ils attendent quelque chose d'honnête et c'est ça en fait qui fait une bonne chronique d'un service presse, il faut que ce soit honnête au maximum. Après l'idée c'est de pas casser non plus l'auteur quoi, il faut trouver un juste milieu. Ça m'est arrivé de voir ça, moi je l'ai pas fait mais je connais une chroniqueuse qui avertit l'auteur où vraiment elle a pas apprécié le roman mais pas du tout. Et elle voulait pas lui faire une chronique où elle le descendait en flèche et elle lui a dit voilà moi j'ai pas apprécié. Je vous le dis, elle a fait la chronique où elle lui a expliqué ce qui allait pas, mais elle l'a pas publié pour faire une mauvaise pub du roman, parce que ça aurait été ça du coup. Ça, c'est possible aussi que vous fassiez, et l'auteur va comprendre de toute façon. Si vous avez d'autres questions par rapport au service presse, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc dernière question que j'y ai pensé à la remettre parce que c'était sur un commentaire YouTube de Les sortilèges des mots. Et comment dire, j'avais failli ne pas la mettre. Donc c'est quel est ton plus grand rêve de lectrice? C'est parfait de finir par ça. Surtout que je suis tellement motivée pour réfléchir là, c'est fou.
Alors mon plus grand rêve de lectrice, en fait ça serait un peu lié à mon rêve de libraire, du coup à ce que je veux faire. C'est qu'en fait moi mon projet c'est d'ouvrir un endroit, vous savez, donc qui fasse librairie, mais un endroit où tous les lecteurs déjà pourraient se retrouver, donc ce serait un lieu de rencontre, mais aussi où vous pourriez retrouver tout ce qui vous accompagne dans votre lecture. Ce que j'ai remarqué en tant que lectrice, en tant que chroniqueuse, quand je vais sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, j'ai remarqué que c'est très difficile de retrouver des goodies par rapport à telle série. Par exemple, je veux un tote bag sur Alice, ou je veux un porte-clés sur un palais d'épines et de roses. Vous savez, tous les petits goodies qui accompagnent certaines sagas. Aussi, même, vous savez, par exemple, moi j'ai cet exemple-là de bougies livresques. C'est hyper difficile d'en trouver des bonnes ici en France. Je crois que j'ai que 2 noms. Non, il y en a qu'un qui me vient à l'esprit pour l'instant, c'est l'Acarnum Inflammarae Boutique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. J'ai commandé plusieurs fois chez elles. C'est des 2 jeunes filles, je crois, qui font ça. Ils sont en Normandie. Et leurs bougies, j'adore. Elles sont super, super belles et elles sentent très très bon. Et c'est vrai que pour ce que c'est pas du tout cher. Mais j'aime beaucoup. Mon rêve de lectrice, ce serait de vraiment de pouvoir rendre la lecture encore plus accessible, de pouvoir créer vraiment un endroit qui soit un lieu de partage entre lecteurs. Il y a vraiment ce côté, de toute manière, moi la chaîne quand je l'ai ouverte c'était vraiment pour ce côté de partage, de connexion, de pouvoir vous parler de ma passion de la lecture et de communiquer sur ça avec vous, d'échanger. C'était vraiment sur ça en fait, et mon rêve de lectrice c'est de pouvoir un jour ouvrir un endroit qui soit en fait juste sur ça, sur un lieu d'échange, de communication, de partage, sur la lecture, avec des gens en fait qui aiment lire et qui aiment les livres. C'est vraiment ça mon rêve de lectrice. Après, par rapport à la lecture, mon grand rêve ce serait d'aller en fait aux États-Unis et de rencontrer tous les grands auteurs en fait qui m'ont marqué, notamment Laura Elke Hamilton, de le rencontrer en vrai pour une dédicace. Ça serait un grand rêve de lectrice. Mais même pareil pour rencontrer Cornelia Funke, du coup ce sera en Allemagne. Et je sais plus si les autres ils sont en vie. Je crois qu'ils sont en vie. Mais voilà, de rencontrer des auteurs un peu partout. Sinon d'aller aux États-Unis, il y a un grand salon du livre, mais qui est différent de chez nous. C'est la BookCon, je crois. C'est une convention. Et elle est gigantesque. Il y a énormément de booktubeurs qui se retrouvent, qui font des trucs ensemble, tout ça. Et je trouve tellement ça sympa, j'ai trop envie d'y aller. Donc voilà, c'est un peu tout ça, mes rêves de lectrice. J'espère que j'aurai répondu à tes questions. Voilà, donc c'est tout pour cette FAQ. Donc c'est vrai que là, j'étais tellement pas... Je suis désolée, je vous la tourne. C'est vrai que j'aurais pu attendre. Mais je sais pas, en même temps, je voulais vous la poster vraiment pour demain. Et en même temps, je suis tellement fatiguée que c'est difficile en fait de me fixer la caméra. Là, vous allez me voir en mode fatiguée de chez fatiguée. Merci d'être aussi nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du baume au cœur à chaque fois quand je vois vos commentaires. Bon, là en ce moment j'essaie de faire un peu plus attention maintenant aux commentaires, parce que c'est vrai qu'au tout début j'en avais quelques-uns. Au début en plus les notifications ne s'affichaient pas, donc je savais pas quand j'en avais un sous une vidéo. Du coup je suis désolée pour les personnes qui m'ont mis des commentaires au début, c'est vrai que j'y ai pas forcément répondu. Mais là en ce moment je commence à y faire un peu plus attention et discuter avec vous. C'est vrai que en plus vous partagez votre avis maintenant en commentaire et c'est plus sympa. Parce que du coup il y a 2 points de vue différents sur certains romans, sur certains aspects de la lecture qui sont intéressants à partager, et c'est vrai que je prends beaucoup plaisir à échanger avec vous via les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que la suite dans la chaîne va vous plaire, parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai envie vraiment de créer d'autres moments de lecture, d'autres rendez-vous livresques sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Je pensais pas que ça irait aussi loin en fait, parce que à la base je suis juste une lectrice quoi, et je pensais pas que je développerais autant cette activité de chroniqueuse et que ça deviendrait une chaîne en fait, une communauté. Donc je suis vraiment très contente. S'il y a des personnes aussi du groupe de lecture qui passent par là, merci, parce que on est peut-être 70 et quelques maintenant sur le groupe de lecture, et je pensais pas qu'on serait autant, parce que je sais pas, ça fait bizarre de vous commencer quelque chose, vous créez quelque chose de toute pièce entre guillemets bien sûr, mais
voilà, vous créez une petite communauté, puis ça se développe et ça prend de l'ampleur, puis il y a de plus en plus de personnes qui viennent discuter avec vous, qui partagent leur avis, il y a une vraie communication, il y a un vrai débat qui se fait autour de plusieurs sujets livresques et c'est juste magnifique parce que c'est pour ça que j'ai voulu créer la chaîne, donc merci beaucoup, puis j'espère vous voir pour la suite et puis qu'on sera encore plus nombreux pour partager d'autres moments. Maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu même si j'étais tellement pas motivée, j'avais tellement pas d'énergie pour vous la faire, mais j'avais quand même, bah si j'avais envie de vous la faire vraiment. Mais voilà, vous voyez que la fatigue elle était là quoi, donc c'était peut-être un peu moins punch que mes autres vidéos. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur le bouton juste en dessous, la petite cloche pour être prévenu de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Je vous dis à bientôt et c'est une très bonne lecture.